Salut Fabien, salut Mathieu Hello. et Hello. salut le chat en replay ou en direct. Vous êtes toujours les bienvenus sur Instant Coding, 12e épisode. Yes. Déjà, ça passe vite. Ouais. Comme d'habitude, on remercie Octo Technologies qui nous permet de faire ça sur notre temps de travail. Je le rappellerai à chaque fois parce que c'est important. Voilà, donc on a des espaces pour créer des choses, on a du temps, tout ça, c'est trop cool. Ça nous permet de nous exprimer. Et on aura plein de trucs pour l'année prochaine, j'espère. Il nous restera encore un live pour le mois prochain. Mm. On vous tient au courant sur le contenu et on essaye voilà, de prendre vos feedbacks à chaque fois pour améliorer, trouver de nouvelles idées. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la sobriété numérique et c'est plutôt Fabien qui va nous raconter son histoire qu'il a eue sur un projet et un peu nous sensibiliser sur la sobriété numérique, ce que ça veut dire, comment ça marche, comment on applique ça sur nos projets, tout ça, tout ça. Donc si vous êtes prêts, cher Mathieu et cher Fabien, nous pouvons commencer. Et Fabien, tu as donc la parole. Yes, merci. Ouais, bah du coup, chez Octo, on en parle de plus en plus. L'éco-conception, la sobriété numérique, le low-tech, etc., etc., tous ces mots, quoi. Et on essaye de mettre en avant ça parce que c'est important et on sait que il y a un dérèglement climatique et je dis souvent qu'en tant que développeur, on a un super pouvoir. On a le pouvoir de changer ça puisque l'informatique est véritablement partout, que ce soit notre ordinateur, le smartphone, le frigo, la voiture, enfin voilà, tout. Il y a des logiciels partout et les logiciels, bah, c'est développé par nous, les développeurs. Donc, on a une certaine, si on a un super pouvoir, on a une grande responsabilité. Euh, donc, ouais, on a cette responsabilité d'essayer de faire des logiciels de qualité. Et la qualité, ça passe aussi par quelque chose de assez green, comme on dit, quoi, assez sobre numériquement. Donc, je vous propose un Rex sur une de mes dernières missions, sur lesquelles j'ai pu tester des choses liées à ça. Essayer de réduire mon impact écologique sur mon projet, sur un site internet, pour être clair, un site Ok. internet. Euh, donc on va en discuter, ça va être une discussion, je vais vous poser aussi des questions, je vais vous faire un retour de ce que j'ai pu faire. Et puis, bah, voilà, j'espère que ça va susciter ouais, des interrogations, des surprises ou des trucs comme ça. Ou ah oui, on peut faire ça, bah oui, on peut faire ça. Selon aussi un certain contexte, hein, ça marche. Faut pas être dogmatique aussi. Faudra ajuster selon vos contextes. Mais en tout cas, on va échanger autour de ça. Et ouais, sur le chat, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Il faut que ça soit interactif. Donc déjà, je vais vous donner, je pense qu'il est assez important, c'est le contexte justement, le contexte de ma mission, parce que ça peut ne pas fonctionner partout, ou en tout cas avec plus de difficultés potentiellement. Donc c'était une petite mission. On était 3 développeurs avec plus ou moins de seniorité, une product owner et une UX UI. Et il y avait 2 personnes qui représentaient le métier. Et ce qui est déjà le point important, c'est que tout le monde était sensible à l'éco-conception. Donc, ça facilite aussi les choses quand on discute de ça, Ouais, carrément. parce que il y en a qui c'est quelque chose d'à part, ou en tout cas qui pourrait dire que ça coûte de l'argent de faire comme ci ou comme ça, au même titre que l'accessibilité, par exemple. C'est un truc aussi qui revient souvent. Ouais, l'accessibilité, c'est une feature. Non, c'est pas une feature, ça doit être par défaut, à mon sens. Et au même titre que maintenant, voilà, l'éco-conception, ça doit faire partie aussi de dotage par défaut et ça doit rentrer dans le cadre. Enfin, j'estime que ça doit rentrer dans le cadre du développement.
Et est-ce que J'ai l'impression. justement... Ah, vas-y, 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 vas-y. Désolé, Non, vas-y. j'ai l'impression que maintenant, en fait, avec les événements qu'il y a eu aussi récemment sur le climat, que l'éco-conception maintenant, c'est devient vraiment de plus en plus important aussi dans nos travails, enfin, en tant que développeur. J'ai l'impression qu'on n'en parlait pas avant, en fait. On n'en parlait pas. Enfin, c'est assez récent quand même, l'éco-conception. Bah, oui et non. Est-ce que on en parle parce que c'est la mode? Et on en parle parce que ça fait vendre, parce que ça fait bien, parce que ci, parce que ça. Mais est-ce que derrière, il y a un réel impact? Je pose la question, je sais pas. En tout cas, moi, j'essaie de faire des trucs à mon niveau et je vais vous partager. Après, Et, j'espère que ça va dans le bon sens, en tout cas, et si on en parle. justement, moi, ça m'intéresse parce que... Donc là, tu as évoqué le truc, vous étiez, voilà, une pizza team, en gros, 5-6 Mm, personnes, mm. tous plus ou moins sensibles à la sobriété numérique, à l'éco-conception. Est-ce que c'était une demande à la base de ton client qui dit, bah voilà, vous allez faire un site, mais je veux qu'il y ait une grosse part de sobriété numérique, je veux que ce soit pris justement dans la conception design et tout, ou bien est-ce que c'est vous, entre vous, vous êtes dit, ah, ce serait quand même pas mal quand même qu'on en profite pour faire ça. Est-ce que c'est une volonté client ou une volonté de vous? Parce que c'est pas la même chose si ça vient du client ou si ça vient d'un groupement ou d'un groupe de travail. En fait, c'était un site pour l'État. Donc, en fait, de facto, si c'est un site d'un certain ministère, il faut que ça soit accessible et Mhm. qu'il y ait des éco-conceptions. Donc en fait, c'est par défaut qu'on doit le faire. Après, mes 2 clients que j'avais, les 2 personnes avec qui je discutais, du métier, ils étaient pas forcément, ils allaient pas me dire: «Ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça» pour, que ça soit éco-conçu. Tout est venu de notre équipe, en fait. Ok. Mais en tout cas, on n'avait pas de blocage de leur part. C'est ça qui est intéressant aussi, au même titre que l'accessibilité. Ils m'ont pas dit: «Ouais, il faudrait que ça soit accessible là ou là, là». Non, c'est nous qui avons fait les choses pour que ça soit accessible, un minimum, quoi. Et le degré de maturité sur l'éco-conception de ton client, il était quoi? Proche de zéro, proche de 10, Ouais, je proche de crois, zéro? ouais, proche de 0, je pense. Quand je disais des trucs, enfin, quand je parlais de ça en démo, parce qu'on avait une démo à chaque fin de sprint, Mhm. bon, il y avait pas des gens réticents en disant: «Ça sert à rien». Il y a pas non plus dans l'autre sens en disant: «Ouais, c'est merveilleux, machin, vous avez raison» et cetera. Les débats étaient plus sur les fonctionnalités métiers. Donc voilà, c'est juste que j'avais pas de blocage et que j'ai pu tester tout ce que je voulais. Ok. Voilà, donc c'est déjà, pour moi, à mon niveau, quelque chose de trop bien parce que du coup, je peux faire ce Rex Mm. et je peux, bah, j'ai bien rempli ma boîte à outils de ça et que je peux, reproduire maintenant, plus ou moins, on va voir, hein, sur mes prochaines missions. Ok. Et oui, ça joue en fait, quand je vais dérouler mon Rex, je vais souvent dire, j'ai de la chance que, bah, je me suis pas pris de mur en fait à chaque fois. J'y suis allé, j'ai fait et c'est passé et voilà. Donc j'avais de la chance aussi, quand même. Faut bien le préciser. Ce qui est pas tout le temps le cas, hein. Ouais, de la chance de la part de mon client et aussi de mes collègues, hein. Parce que potentiellement, mes collègues, ouais, bon, et on était tous, hem, dans la même optique, en fait. Donc ça, c'était cool. On voulait tous apprendre là-dessus. On partait de plus ou moins de zéro, sinon, hein, on n'avait jamais fait, ce genre de choses. Donc on a testé des trucs, ça a souvent bien marché et c'est cool. Voilà, on en retire de bonnes choses. Canon. Je vais vous présenter très rapidement la stack du projet. Donc elle se découpe en 3. On récupérait la première stack, c'est on récupérait des données externes via un SFTP, via un cron qui piochait dans les SFTP, téléchargeait des fichiers, CSV, XML, ou autres. On mettait ça dans notre base de données Postgre. Après, on avait un back-end qui piochait dedans, dans la base de données Postgre, et qui refilait ça à notre front. Et le front, il affichait les datas sous forme de grandes fiches. Et ces datas, souvent, c'était des graphiques, donc des histogrammes, des camemberts ou des tableaux.
C'était un site principalement juste, on va dire, pour résumer, de la data vise, en gros. C'était pas un gros site. C'était que de la lecture, il n'y avait pas d'écriture, pas d'authentification. Voilà. Donc c'est quand même aussi tout ça pour dire que c'est pas Amazon ou c'est pas, enfin voilà, c'est pas un gros site. C'est un site où il y avait quand même des choses intéressantes à faire, mais c'était pas un gros site. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'écriture, tout ça. Ok. Voilà. Donc ça élimine quand même beaucoup de choses un peu touchy aussi. Enfin, il y avait de l'écriture quand je passais Avec le batch. ouais, avec les batchs, mais c'est pas lié au site internet en lui-même. C'était quelque chose qui se passait la nuit dans des batchs, donc c'est aussi un peu plus facile. Tout ça pour vous présenter toujours un peu le contexte. On était hébergé par Scalingo aussi, donc un hébergeur français, mais qui est vraiment très bien. Tout ce que je vais vous présenter, je l'ai fait en 6 mois de MVP. Donc, Ok. nous n'étions pas en service aussi, c'est intéressant de le préciser. Mais on avait une production, hein. On avait une production, on balançait en prod, mais on n'était pas en service. Et c'était utilisé aussi par 80 personnes lors de ces MVP. Voilà. Le petit inconvénient de ça, de tout ce que je vais vous lister par la suite, c'est que je n'ai pas été capable de le mesurer. Ah, ça allait être une de mes premières questions, Ouais, justement. je me demandais aussi comment tu mesurais ton Ouais, parce que ce en que tu avais fait, mis en place. c'est déjà je ne sais pas le faire, déjà d'une. Je trouve que c'est très compliqué à mesurer ce genre de choses. Ouais. Et je suis preneur de ceux qui savent mesurer, je suis extrêmement preneur. Et de deux, comme c'est un MVP, en fait, je partais de zéro. En fait, ce qui est bien quand tu mesures, c'est que tu pars d'un état A pour aller à un état B. Et en fait, comme je partais de rien entre guillemets, j'avais pas d'historique. Donc, comme j'avais rien et que je fais un truc pour que ça soit encore mieux, bah, je ne sais pas si, enfin, quel est l'impact. Est-ce qu'il est significatif ou microscopique? Mhm. Donc, voilà, je le précise tout de même. On pourra en discuter. Vous, qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que c'est un impact ou pas? On pourra en discuter, ça pourrait être intéressant. Tout ce que je vais vous dire, c'est chronologique. Je vais vous le faire. Qu'est-ce que j'ai fait la première fois enfin, le premier truc que j'ai fait jusqu'au dernier. Ça peut être aussi intéressant de voir comment j'ai procédé. Et je finirai aussi par une petite punchline que j'avais trouvée aussi. C'est alors nous, chez Octo, on applique souvent la méthode BSR, Boy Scout Rules, donc de nettoyer le code, même si c'est pas nous qui l'avons fait derrière nous. Et vu que c'est quelque chose, c'est un gage de qualité de notre part aussi, Octo, bah, du coup, pourquoi on le ferait pas? On fait bien pour le code, et pourquoi on le ferait pas pour notre planète? Donc c'est aussi un petit peu la question punchline que je pose. Je trouve ça intéressant de réfléchir à comment on peut améliorer notre écosystème avec cette réflexion-là, en fait. Donc voilà, ça c'était déjà pour le contexte. Est-ce que vous avez déjà le chat ou vous des questions par rapport à ça ou des précisions à avoir? Non, du coup, enfin oui, allez, d'un point de vue applicatif, donc tu as un batch cron qui tourne, un Ouais, back-end ou un ouais, BFF, un back-end, back-end, ouais, plutôt. plutôt back-end, et un front. Exactement. Ok. Et Et, c'est sur en ces termes de stack, trois. Ouais, ouais, après la stack, on peut en parler, mais c'est juste pour bien comprendre. C'est sur enfin, l'éco-conception a eu lieu sur les trois applicatifs ou Ouais, on se centre que sur une? Les trois. non, les trois. Ok, Ouais. On va parler un peu des trois, je pense. Ouais. Ah ça oui, c'est sûr. marche. Mathieu? du coup, j'étais curieux de savoir si, en termes de stack, si est-ce que vous avez réfléchi aussi à la stack par rapport à l'éco-conception? Est-ce qu'il y a des stacks qui étaient
préconisez pour votre besoin, en fait, par rapport à ça, ou vous avez pris une stack, en fait, que vous aimez bien et vous avez essayé d'appliquer au maximum ce que vous pouvez faire en éco-conception par rapport à ça? Non, non, on a réfléchi déjà pour répondre aux besoins. Et après, on a appliqué, on s'est posé des questions si on peut améliorer la stack en question. Mais on a réfléchi dans cet ordre-là. La réponse métier, avant tout, OK. et la demande, le besoin. Mais après, sur ça, bah, est-ce qu'on peut améliorer des choses? Que ça soit plus performant, slash éco-conçu, quoi. Voilà, que ça consomme moins, etc. Ah, c'est une bonne question. Et Effectivement, est-ce qu'on pourrait commencer par les conceptions, poser la question. ouais, il y a Je dis, des techno. Enfin, la question derrière, c'est Mathieu, j'imagine, c'est est-ce qu'il y a une techno qui est plus consommatrice ou plus gourmande qu'une autre? C'est ça derrière, c'est ça que tu dis? En fait, alors, c'est surtout qu'imaginons que oui, c'est un peu ça derrière, parce qu'imaginons, je sais qu'il y a des solutions, je pense à des techno, mais par exemple, des fois, ça sert à rien de prendre un Angular ou un Vue, alors qu'on peut prendre du Vue Lite qui est très petit, qui peut-être répondre aux besoins, en fait. Ça, il y a peut-être des trucs à faire aussi au niveau stack qui permettraient aussi de ne pas prendre toute la terre pour, je pensais à ça, en fait, mais je sais pas si vous avez réfléchi si vous avez ouais, réfléchi à ouais. ça. Non, le truc, c'était plutôt au début, est-ce qu'on prend une SPA ou pas? Est-ce qu'on fait Mmh, une SPA ou pas? C'est un peu d'accord. aussi la question du moment, elle est un peu en tendance. Mais l'arrière-pensée, c'était pas les conceptions à l'époque. C'était plus dire, est-ce qu'on fait que du server-side rendering, qui est, la question était plutôt en termes de performance, en fait, pour avoir un rendu le plus rapide possible. Voilà. Mais il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas vraiment cette notion d'éco-conception, même si c'est très lié finalement. Hmm. Mais non, on l'a pas imaginé comme ça en tout cas. Ok. On n'y a pas pensé comme ça. Mais chaque fois de toute façon qu'on va parler performance, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas de figure, ça améliore aussi. Enfin, c'est plus sobre, tu vois. Donc, alors peut-être pas toujours non plus, mais c'est souvent lié, quoi. Et voilà. Euh, donc du coup, bah, je peux vous commencer à vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Le premier truc que j'ai fait, ou tout du moins que je n'ai pas fait, ça va être un gros débat, parce que j'ai déjà joué ce Rex et ça a posé pas mal de questions et c'est trop cool. C'est que je n'ai pas mis d'environnement entre ma production et nos machines locales. Donc on n'avait pas de pré-prod ou d'environnement de recettes ou d'environnement d'intégration ou d'environnement de staging ou tous les noms que vous pouvez avoir. On n'a jamais eu en 8 mois le site, enfin le MVP était de 6 mois et on a fait un peu plus avec 2 mois de plus, donc 8 mois. En 8 mois, on n'a jamais eu de machine entre la prod et nos machines locales. Euh, Quelle chance! Et, En vrai. justement, c'est marrant justement de pas se passer de se passer de ces environnements-là. Est-ce que vous avez des soucis ou vous avez pas eu de soucis? Tout s'est bien passé? on a survécu, Mathieu. Je suis là pour en parler. En fait, c'est la question que je pourrais vous poser, c'est ça sert à quoi d'en mettre en fait? Bah, dans ton cas, ça sert pas à grand chose. Ah, peut-être pour les batchs et encore, je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais vu que ton site va lire en read sur de la data, qu'il n'y a pas de transaction, a priori il n'y a pas de données perso, enfin voilà, on rentre rien, ça s'y prête vachement en fait. On pourrait se poser la question sur la partie batch, si on se gourre et on insère les mauvaises données, comment on rollback ou quoi, ou comment on teste des choses. Mais en tout cas, pour la partie front, c'est complètement ok de taper sur une prod, quoi. Dans ce contexte-là, bien sûr. Enfin, c'est plutôt ça que je vois comme qu'il y a derrière, quoi.
Ouais, pour la partie batch, en fait, soit tout est OK, on mettait ça en base de données, soit s'il y avait un truc qui est pas OK, on mettait rien en base de données. Donc du coup, c'était un booléen, donc en vrai, il y avait pas de problème. Et donc on n'avait pas de notion de rafraîchissement de la donnée. Si, la donnée, elle était vieille d'une semaine, c'était OK. D'accord. Donc Et c'était je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est du bulk là, c'est genre tu charges tout d'un coup, tu resets tout et tu recharges tout, oui, ou il y avait du delta et tout comme ça. non, un bulk, ouais. Ah ok, un bulk, ok. Ouais, donc On ça, a fait ça, ça aussi c'est cool en fait. ouais, on a fait en sorte que ça se passe comme ça, hein. Bah ouais, canon. Donc ouais, non, en fait, effectivement, ça s'y prête très bien. Mais ce qui s'y prête bien aussi, c'est le début, en fait. C'est-à-dire que on était un MVP, on n'était pas en service. Donc il y a une différence entre production, hein. Je mettais en production, mais ce n'était pas en service parce que tu n'es pas vraiment utilisé. Donc c'est vraiment deux Mmh. notions différentes. Et surtout, pourquoi on le met par défaut sur nos projets, en fait? Généralement, on met une pré-prod par défaut. En fait, on n'a pas besoin, en fait. C'est pas qu'une question d'écologie parce qu'en fait, on gagne un serveur. Après, on pourrait se poser la question à la fin, est-ce que le gagner un serveur, c'est vraiment parce que maintenant, c'est plus une machine physique, Hmm. c'est des conteneurs. Donc, c'est là où je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, en termes de mesures. Bon, en tout cas, on consomme un petit peu moins. Est-ce que c'est game changer? J'imagine que non, mais on pourrait se dire, si personne sur cette terre utilisait de pré-prod, peut-être que ça serait un peu plus game changer, je ne sais pas. C'est difficile à statuer, je n'arrive pas à le quantifier. Mais au-delà de ça, c'est plus le côté, effectivement, pourquoi on met une pré-prod? Et généralement, l'argument qu'on me donne, c'est pour éviter d'avoir des bugs en prod. Et là, je réponds, oui, c'est vrai, mais du coup, tes bugs, ils sont quand même en pré-prod. Hmm. Oui, mais du coup, tu n'as pas réglé le problème, en fait, parce que tu as toujours des bugs. Donc, la résolution du fait que tu as des bugs en prod, tu mets une pré-prod, c'est pas la bonne solution, parce que tu n'as toujours pas réglé tes bugs. Et d'où ils viennent tes bugs, c'est là où il faut. Pourquoi tu as des bugs? C'est là où il faut investiguer et faire des actions. Et l'action, ce n'est pas mettre une machine entre la machine locale et le dev, hein, le développeur et la production. C'est concrètement de savoir est-ce que le développeur il a mal lu le ticket, est-ce qu'il a fait la moitié des choses, est-ce que le ticket il manquait des choses, est-ce qu'il te manque des outils pour vérifier des trucs, est-ce qu'il manque des tests, tes tests ils sont pas assez robustes, est-ce que tu n'as pas compris le fonctionnel. Enfin voilà, c'est tout ça. Mais en tout cas, la solution n'est pas de mettre entre les deux une machine, un environnement. Et le deuxième point qui me plaît énormément, c'est la responsabilité du développeur. C'est-à-dire que j'ai souvent vu des développeurs qui font leur ticket à moitié, qui le savent ou pas, et que de toute façon, ils sont plutôt dans la notion d'épiler du ticket, et que de toute façon, ils savent que la PO ou le PO va recéter et que le ticket va revenir. Donc, Hmm. ils ont un garde-fou. Et ça, pour moi, c'est pas tolérable, en fait. Je veux responsabiliser ma team pour qu'elle fasse bien les tickets, ou en tout cas qu'il y a des feedbacks pour voir où est-ce que ça cloche. Et le fait d'envoyer en prod tout de suite, ça fait un peu plus peur, quoi. Tu te dis, C'est ah oui, clair. il faut que je fasse attention quand même. Il faut peut-être que j'écrive bien mes tests, il faut peut-être que je recette un minimum chez moi, que je relise mon code, etc., etc., tu vois. Donc ça responsabilise vachement le développeur. En même temps, vous n'étiez pas vraiment en prod. Pardon? En même temps, vous n'étiez pas vraiment en prod, pour le coup, là. Oui. Alors, effectivement, ça part en production, mais c'est pas en service. Ouais, voilà. On remet dans le contexte, Hmm. mais j'avais quand même 80 utilisateurs. C'était pas une utilisation Ouais, quand même. vraiment professionnelle, mais j'avais quand même 80 utilisateurs plus mes deux clients. Et si je mettais des bugs tous les jours, parce qu'on pushait quand même, enfin on faisait des MEP au moins une fois par jour, bah, je passe quand même pour un con. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. enfin, plutôt d'ailleurs. Attendez les gars, vous êtes mignons, mais vous arrêtez pas de mettre
faire des régressions. Tu vois, c'est Mais du pas. coup, je me pose une question, parce que tu as dit que tu as 3 briques dans ton infra. Hum Le front, le back-end, etc. Du coup, ça nécessite quand même pas mal de synchro. Enfin, j'imagine que tu crées un service côté back-end, il faut que... Oui, enfin, faut d'abord ouais. Enfin, je réfléchis, est-ce que tu arrivé à des cas de breaking change, etc., où c'était compliqué à gérer non? Non, non, non. En fait, je mettais tous les. La BDD, de toute façon, elle bougeait pas forcément, sauf si je fais une migration, quoi. Donc tout était lié et il n'y avait pas de breaking change. De toute façon, ma team gérait les 3 stacks en même temps. Et en vrai, tu as juste une stack toute seule qui est l'écran qui tourne tout seul la nuit. Et après, le back et le front, c'était la même chose. C'était un Next.js. Donc, tu vois, il n'y avait pas. Et j'avais qu'un seul dépôt, GitHub. Ah, ok. Donc, quand je poussais, tout était. Enfin, quand je mergeais, pardon, tout était au même endroit. Donc, non, non, il n'y avait pas de contrat cassé. C'était ça un petit peu ta question. Ouais, c'était ça en fait. Et ça, qu'il y a une question derrière qui était est-ce que tu es en mono ou en multi-repo, mais tu viens de me répondre. Ouais. Ouais. Je sais pas si en multi-repo ça aurait été plus compliqué. En vrai, Ben, non. il faut faire attention, hein, pas forcément. Ouais. Si tu changes ta structure, enfin ton contrat d'un repo et que l'autre n'est pas au courant, que tu es de pré-production ou pas, ça cassera aussi. Pareil, tu vois, Ah. c'est un autre Ouais, problème. ouais, c'est vrai. Et, Oups. et vous allez rester comme ça, même si c'est en. Même si. Dès que vous avez mis en prod, vous allez changer le process. Pourquoi on changerait? Ok, c'est juste pour ça. Non, mais en vrai, en fait, tu changes quand tu as une douleur. Enfin, tu évolues quand tu as une douleur. Tu prends une action quand tu as une douleur. Oui. On n'a jamais de douleur. En fait, pour te dire, on est resté 8 mois, enfin, je suis resté 8 mois sur la mission. J'ai eu un incident à peu près par mois. Un seul. Quand je dis incident, c'est un bug critique. Je suis obligé de faire un hotfix. Ok. Je fais une petite parenthèse, hein, je suis un être humain, je suis faillible, je suis générateur de bugs. Je, je ne dirais jamais que je produis jamais de bugs, c'est pas, ça serait mentir. Donc j'essaie de m'entourer d'un maximum d'outils pour abaisser au plus près de zéro, mais forcément je vais toujours générer des bugs. Mais l'idée c'est d'en faire le moins possible et de les corriger les plus vite possible. Donc moi, ce que j'ai dit aux clients, c'est que je vais détecter le plus rapidement possible les incidents et je vais les corriger en moins d'1 heure. Ça, c'est ce que j'ai dit à mon client. Je lui ai dit, je vais faire ça. Et c'était OK. Et c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, je les ai détectés en quelques minutes parce que j'avais les outils type Sentry qui me les détectaient tout de suite. Et je les ai toujours corrigés en moins d'1 heure. Donc j'étais si on regarde, si vous connaissez un petit peu Accelerate, on était en élite en fait. Ok. Corriger les bugs en moins d'1 heure. Enfin, les incidents, plus exactement, donc des hotfix en moins d'1 heure. Et c'est toujours passé, on n'a jamais eu une seule réflexion du client ou des utilisateurs. Ils nous ont jamais demandé, bon là les gars, peut-être mettez une pré-prod, etc. Non, jamais. Et les incidents que tu avais, c'était sur plutôt quel applicatif? Front, back ou cron? Front, que le front. Que le front. Ouais, ouais. Donc en vrai, en plus, ça va quoi. C'est pas de la data qui était corrompue Non. ou quoi. C'est des bugs pas trop Non, chiants jamais. quoi. Non. Je te dis s'il y avait un problème, et on en a eu des problèmes avec les données, parce Ouais. que les données sont externes. Mm. Donc toujours les données sont plus ou moins bof, quoi, tu vois. Bah ouais. Donc, on a eu pas mal de problèmes. Et comme je te dis, on a fait en sorte que s'il y a un problème, il n'y a rien qui passe. Il faut que tout soit vert pour que ça passe. Et vous avez mis quoi comme process de dev du coup pour tout ça? Enfin, est-ce que vous avez mis en place des process pour vraiment très strict pour. Enfin, comment vous avez fonctionné du coup ensemble pour pas faire de bêtises? Ouais, et ben ouais, ça vient pas comme ça, hein, c'est sûr. Il faut un minimum d'organisation et un minimum d'outils. Donc on a blindé les linters de TypeScript parce qu'on est en TypeScript. Évidemment en typing par défaut, hein. Un langage en typing, ça te retire, ça t'inflige
plus de bugs. Donc, on a blindé de bonnes règles. On a, on a bien écrit nos tests aussi, très important. Les tests étaient assez robustes. On a toujours fait du mob pour tout ce qui est architecture. On a toujours mobé quand on voulait mettre en place un nouveau truc. Donc ça veut dire que les 3 devs étaient au courant de tout. Tous les 3 ont maîtrisé la code base, plus ou moins. Ok. Donc, on était à l'aise sur les 3 stacks. Il n'y en avait pas un qui s'occupait du front, un autre qui s'occupait du back et un autre qui s'occupait des crons la nuit. On était tous pluridisciplinaires. Donc tout le monde était au courant de tout. On a toujours tout bien discuté. On a fait pas mal de code review au début chacun. Et on avait Sentry aussi, donc pour détecter les erreurs sur les 3 stacks et nous les remonter par mail en quelques minutes. Sentry, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est un crash analytics, un truc comme ça? C'est un logger. En fait, ça détecte Un logger? Ok. une erreur qui est throw, qui est lancée, et ben, ça la pop et ça m'envoie un email. Ok, Ça pourrait avoir envoyé un message Slack aussi. Voilà, une ça Une marche. erreur dans quelle couche? Front, back? Les 3. Les 3. Je dois détecter mes erreurs sur les 3 stacks. Et il m'a bien aidé. Hein. Et si vous voulez un truc qui détecte, vraiment, Sentry marche très très bien. Je suis très, très content. C'est open source? C'est open source et tu peux le hoster toi-même. Oui. C'est ça qui est pas mal. Donc ouais, pour finir ta question, effectivement, ça demande une certaine discipline, ça demande une certaine connaissance, et ça demande d'avoir confiance dans sa team. Ça demande de responsabiliser le développeur. Voilà, enfin, pour moi, c'est des prérequis vraiment bien pour une team qui fait bien son travail, quoi. Tu vois, et on était tous raccords là-dessus. Ça n'a pas demandé beaucoup plus de charge mentale ou de charge tout court. Enfin, tu vois, je sais pas. Il faut s'aider aussi de l'IDE. L'IDE fait pas mal de choses pour nous aussi, qui nous prévient des choses, s'entourer de bons outils. L'APO et l'UX étaient OK avec ça. Ils ont reseté en prod sans aucun problème. Il n'y avait pas de pointage de doigt quand il y avait une erreur. C'était OK. Enfin, on acceptait de se tromper et on faisait les bonnes Tu vois, actions à côté. moi ça m'intéresse pas. Bon, si on peut pas finger pointer, c'est pas drôle. Hein. Yes. Et alors ouais, justement pour la partie web, donc vous faisiez des process et tout. Est-ce que ça va jusqu'à la minification? Peut-être que tu en parles après, mais est-ce que vous minifiez tout le TypeScript, enfin plutôt le JS qui va être à la fin? Est-ce que vous avez fait de l'optima mort de tout, même des images, si vous en avez, ou d'illustrations, les graphiques, là, ça doit être consommateur de fou, j'imagine. Comment ça se passe ces trucs-là? Comment on fait pour gagner au niveau, en tout cas sur le data loading, tu vois, c'est le truc qui consomme le plus aujourd'hui, je pense, c'est le rendering et le data loading. Donc le render, ça peut être même fait sur des GPU et tout, et on sait que ça consomme. C'est ce qui consomme le plus sur un device, je pense, avec le proc. Comment on fait ça? On n'est pas allé jusque-là. Comme nous, que je disais, on a utilisé Next.js. Ok. Ça génère le bundle, génère le bundle de son côté. Il n'y a pas forcément, en tout cas, j'en connais pas d'optimisation à faire. Tout ce que je sais, on en parlera juste après, c'est qu'effectivement, on n'a pas fait de SPA. Par défaut, s'il voit que c'est des fichiers des pages statiques, il les crée en page statique, donc ça génère un HTML derrière. Et on va voir, on a fait aussi beaucoup de SSR, donc server-side rendering, pour aller encore plus vite. Et on a mis en place le cache aussi, mais ça, pour taper moins sur la base de données, je vais aussi en parler après. Mais en termes de front pur, on utilise aussi des SVG, donc il n'y a pas de... C'était full SVG, il n'y a aucune PNG.
Donc il n'y avait pas d'optimisation à faire. Les SVG étaient quand même assez pas mal, enfin bien optimisés. Parce que dans les PNG, dans les SVG aussi, on peut mettre tout un tas de foutoirs. Ah oui, oui, on peut Enfin, faire. Il y on avoir peut à mettre boire et à n'importe quoi. manger là-dedans, hein. Ouais, ouais. Mais pour le coup, là, ils étaient bien optimisés aussi. On utilisait, s'il y avait une fonte quand même. Et en fait, on était obligé d'utiliser le design system de l'État, Ok. donc ils fournissaient une fonte. Donc ça, c'est un peu moins bien. Il y avait une fonte à télécharger, mais bon, euh, ça fait partie de nos contraintes. Ça faisait partie de nos contraintes. Et non, je vois pas en termes de front. Les graphiques, c'était à la main ou vous avez utilisé une lib Oui, les graphiques. Les graphiques, c'était des canvas. Donc c'était de la balise canvas et donc du coup à l'intérieur du JavaScript. On avait utilisé Chart.js, le plus Ouais. connu. En fait, oui, c'est pas top. C'est un assez gros bundle. On ne pouvait pas faire de tree checking. Ok. Donc il y avait on n'utilisait qu'un seul truc et il embarquait tout. J'ai essayé de l'enlever, mais ça marchait pas. Enfin, de réduire, ça n'a pas marché. Le problème, c'est qu'on avait quand même pas mal de graphiques différents. Il n'y a que celui-ci qui répondait à la question pour tout englober, en fait. Donc là, très difficile. Les histogrammes, j'ai testé aussi. Je pouvais les faire en full CSS et HTML, quand même. Mais en termes de dev, chiant. Ouais, c'est beaucoup de dev pour pas grand-chose. Autant que c'est une lib qui fait les choses déjà bien. Et, Voilà. Donc, ben là, il faut faire des choix à un moment donné. Et j'ai pris le choix de plutôt. J'avais des gens avec moi qui n'étaient pas vraiment front. Donc, bon, à un moment donné, il ne faut pas que je leur demande aussi trop de choses. Donc voilà, bah, il fallait trancher, il fallait faire un choix. Donc j'ai pris le choix de la facilité, entre guillemets, d'avoir le truc de prendre sur l'étagère. Et puis voilà, c'est OK. Mais oui, c'est optimisable, largement. Mais je pouvais pas tout avoir, quoi. Question de balance à chaque fois, hein. Bah ouais. OK, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce gros point aussi Non, pour moi c'est clair. Je vois bien les étapes là jusqu'ici et puis quels ont été les facteurs clés jusque là de pouvoir faire ça. moi, je pense à un truc. Je me demandais si vous n'avez pas pensé aussi à mettre aussi des indicateurs un peu du poids des pages, par exemple. Je veux que ma page, elle ait un seuil qu'elle fasse moins de 15 kilos. Enfin, je sais pas si vous avez déjà pensé à, à, à ça, à mettre des indicateurs comme ça. Non. Alors déjà, on avait des grosses pages, parce que c'était vraiment des longues pages, parce qu'il y avait pas mal de données. En fait, la question que je pourrais te poser, c'est à quoi ça me servirait? Et là, tu m'as dit 15 kilos. Pourquoi 15 kilos? Pourquoi pas 16? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? En fait, je sais pas. En fait, c'est quoi le chiffre qui fait que c'est pas bien? En fait, tu vois. Ouais, je Je, comprends. Et je voilà, Je sais pas. sais pas. ouais, mais ça c'est un point qui est super important parce que tu vois quand on dit bah voilà on veut faire de l'accessibilité, on est drivé par RG2A, je crois. C'est ça. Donc là, il y a des critères bien spécifiques à avoir et ils sont capables de te dire sur un site, tu es à 50%, tu es à 60% d'accessibilité, 70%, Mm. jusqu'à 100. Là, c'est vrai que du coup, on doit se dire, tu vois, si demain je vois un... je crois que c'est sur le site d'Octo, je sais plus, tu aurais une mention comme ça, site éco-conçu. Mais en vrai, pour moi, jusqu'ici, c'est un peu bullshit. Alors qu'on se dise les choses, on est chez Octo. Let's go, demain il y a une mention comme ça sur le site. En fait, on se base sur quoi, quoi? Ok, on sait qu'on a fait tout notre possible pour que ça consomme, pardon, que ça consomme pas beaucoup. On peut se dire c'est chelou, il y a une grosse vidéo en arrière-plan. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux que ça ou pas? Voilà. Mm. Mais enfin, voilà, si demain on commence à avoir des mentions comme ça sur les sites et qu'un client vient nous voir, ah ouais, moi aussi je veux être labellisé site éco-conçu.
C'est chaud, on n'a pas de référentiel, on n'a pas de règles. Il n'y a pas un comité qui va venir et qui va tamponner le truc, quoi. Peut-être ça va changer. Hein. Ah, mais tu vois, comme dit Fabien, c'est super compliqué. Pourquoi cette page-là, on l'autoriserait à avoir 15 kilos et le voisin, lui, il peut faire 20 et lui, il a la mention et pas toi, tu vois, ça va dépendre Mais du ça, contexte, ça va dépendre du, tu vois, un ça- Netflix éco-conçu ou un Amazon éco-conçu, ça me paraît plus compliqué que, je sais pas, mon site statique qui présente qui je suis, tu vois. Mm. non, je comprends. Bah, de toute façon, s'il y a un label, il faut que ça se base sur des indicateurs, sur des critères Mm. bien Ouais. précis. Et tu sais, c'est un peu comme RG2A, tu vois, ils ont quand même réussi on a un label maintenant on a un label qui est partiellement accessible, ou accessible, etc. Je pense qu'un jour, peut-être qu'on arrivera à avoir vraiment une définition d'un label éco-conçu, qui se basera sur des vraies métriques, qui, je pense, évolueront au fur et à mesure. Ah, mais tu vois, c'est compliqué parce que les sondes, là, on parle de sondes, un peu comme quand on fait le diagnostic énergétique d'une maison, mais là, tu vois, dans l'accessibilité, on regarde le DOM et juste avec une analyse statique du DOM, tu arrives à avoir un smell. Ouais. Là, faut aller voir le réseau, peut-être aller voir un peu le DOM, faut connaître toute la partie, euh, comment dire, tout l'écosystème de ton application. Pour voir ce qui gravite autour, peut-être les serveurs, chez qui c'est hébergé, c'est quoi leur politique environnementale, tout ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Et Oui, c'est ça. bah Et ouais, c'est où tu commences et où tu t'arrêtes. Parce que exactement. je un exemple très, très débile, mais qui est vite compréhensible. C'est que tu dis, tu as un site, ton site, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur site, c'est le plus sobre possible. Sauf que pour le développer, tu as utilisé un ordinateur par jour. Chaque jour, tu jetais ton ordinateur. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il est éco-conçu? Bah non. Mais c'est le meilleur site du monde. Hein. Franchement, c'est en termes de performance, il est tout petit, il n'utilise rien, c'est que du Vanilla JS, je sais pas, il n'y a pas d'image, machin. Tu l'éteins la nuit, etc. Par contre, tu as utilisé un ordinateur par jour. Ouais. Est-ce qu'il est conçu? En fait, la question, c'est où est-ce que tu commences, où est-ce que tu t'arrêtes, en fait, dans cette mesure? Bah oui, Ouais. Je Ah, comprends. c'est chaud. c'est C'est chaud. chaud. Hein. L'accessibilité, c'est facile, c'est factuel. On sait qu'il faut faire ci, faire que ça. C'est pas une mesure, c'est des règles, en fait. Là, il faut Mm. mesurer des choses. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. En tout cas, moi, je sais pas le faire. Ouais, puis dans les domaines, tu vois, les trucs de temps réel, les choses comme ça ça paraît un peu compliqué, tu vois. C'est comme tout à l'heure, là, avant de lancer le live, alors je digresse un petit peu, avant de lancer le live, je dis, ouais, on va se faire bâcher parce que on parle de sobriété numérique et on est en train de faire un live sur Twitch tous les trois. Et demain, ça va être dispo sur YouTube. Et la Mm. réponse de Fabien, c'est en fait, c'est pas tellement Twitch le problème, c'est plus le support sur lequel tu vas regarder. Oui. Mais c'est pas con en vrai. Ouais. C'est pas con du tout. Parce que un écran, un mobile est ultra optimisé pour qu'il fonctionne le plus longtemps possible et par rapport à sa batterie. Et c'est un petit écran. Et le coût d'un mobile en termes de création, c'est pas pareil qu'un écran qui fait je sais pas combien de centimètres en 4K et toutes les dernières techno qu'il a dessus. Tu vois. Donc quand tu délivres une image, une vidéo dessus, bah, la consommation elle est totalement différente. Mais le flux, il est identique, le flux. Tu es en 4K sur ton mobile ou sur ton écran. Le flux est identique, mais la sortie, ton output, pardon, ton device, ton écran, ben, il consomme différemment. Donc, oui, le streaming, ça consomme. Et en fait, la création de ton écran plus la consommation de ton écran qui fait 100 centimètres de diagonale, ah, c'est ça en fait qui est consommateur en fait. En fait, ce que tu dis, c'est vachement intéressant parce que, même avec ce qu'on disait avant là, tu fais un site. En fait, la sobriété numérique, ça va être plus important sur la manière dont tu vas le concevoir que le site en tant que tel. Genre, c'est quoi les produits que tu veux utiliser?
Est-ce que tu vas faire 20 000 réunions à l'autre bout de la Terre, tu vas prendre l'avion Mm, pour faire machin. En fait, c'est plus cet mm. aspect-là qui est... Et ça, pour le coup, c'est mesurable. Tu peux savoir ce que tu as fait, tu peux faire rétrospectivement tout ce que tu as engagé pour faire le site et tout. Ça, c'est pas juste en monitorant la consommation réseau du site ou en mettant des sondes là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est les moyens qui ont permis de builder ton site, tu vois. Et quand tu dis, ouais, j'ai qu'une prod, en fait, ce qui est cool derrière, c'est que potentiellement, ça concerne qu'une machine. Donc, en termes de fabrication aussi, tu vois, on n'est pas sur deux machines physiques. Et je pense que c'est plus ça que d'avoir fait un if ou un switch ou avoir codé en C++ ou en C++, tu vois. Oui, 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 oui. Et quand même, le site en lui-même a son importance parce que le site, ça se trouve, il y a de la memory leak dans tous les sens. Ouais, bien sûr. Enfin, tu Bah, vois, et c'est justement, ça, vous le mesuriez quand même, ou pas? Même pas? non. Je trouve qu'il a un gros memory leak, il le sait pas. Oui, non, il y a sûrement encore des progressions à faire, mais non, on n'est pas allé jusque-là. Parce que je sais pas le faire, en fait, tout simplement. Je sais pas comment ça se fait, ça. Bah ça, tu peux le faire. Nous, je crois, Mathieu, on avait fait via Datadog, c'est ça, on monitorait le serveur et puis on voyait. Bah d'ailleurs, on avait un memory leak, on n'a jamais trouvé d'où ça vient. Le seul truc, c'est qu'on rebootait le serveur pour que ça tombe. Et en Ouais. fait, on le voyait une courbe comme ça, et sur Datadog, on utilisait ça. Ça faisait se Et rapporter. c'était assez incroyable. On pourra en parler un autre coup, mais c'était le bug le plus mystique que j'ai jamais vu. Mais en tout cas, Du coup, on il y a faisait pas des... mal de mise en prod Ouais, c'est ça. pour réparer le bug. Comme la mise en prod, ça faisait rebooter le serveur. Ça réglait le problème. Mais ouais, il y a des trucs pour monitorer. Moi, je pensais que tu allais me dire, ah bah on a utilisé Datadog ou j'aime beaucoup cet outil-là, donc j'en parlerai tout à chaque fois. Mais voilà, on peut monitorer des choses, on peut monitorer des serveurs. Je trouve ça super intéressant. En plus de l'appli, on peut monitorer le conteneur et voir ce qui se passe. Et ça Tout m'étonnerait pas simplement. que demain on ait une conso électrique dans ces dashboards-là, hein. Ça m'étonnerait pas du tout que ça arrive, ça. Ouais, ouais. Ben, non, mais c'est intéressant. On a déjà un petit peu discuté. Je Mm. t'avais demandé ton avis, mais je l'ai pas encore mis en place, justement. C'est un outil que je connais pas. Donc, potentiellement, ça se trouve, ouais, ça va m'intéresser, ça va me détecter des choses que Mm. je ne savais pas. Parce qu'encore une fois, il y a plein de trucs que je sais pas, et c'est là où les outils sont importants, c'est qu'ils vont me faire découvrir des choses. Potentiellement, j'aurais même pas pensé à aller voir, mais eux, ils ont pensé, Mm. et j'apprends des choses en plus, tu vois. Donc, ouais, il faut s'entourer d'outils comme ça pour avoir des choses factuelles, quoi, en fait, que tu remarques pas forcément sous le capot, quoi. Yes. Et pour finir là sur ce côté-là de pré-prod, enfin, d'environnement, avec Scaningo quand même, on avait la notion de review app, qui est quand même Ah oui. en fait qu'on avait, c'était une feature que Scaningo nous offrait directement. Ouais, Mathieu. Non, j'ai une question après. Ok. Pareil, la review app, je suis pas spécialement fan parce que normalement on n'a pas besoin, mais c'est une feature que Scalingo nous offrait tout de suite, gratuitement, en 2 clics. Donc des fois, quand on n'était pas sûr de nous, notamment, je parle des migrations de bases de données, qui est toujours un petit peu, Touchy. ça peut être chiant. Je suis déjà tombé sur des missions où base de données assez énorme avec des millions de lignes. Quand tu fais un truc et ça pète ta prod, quand tu fais une map, bon, c'est pas agréable. Donc voilà, on s'interdisait pas de faire des review apps qui duraient quelques minutes ou quelques heures, voilà, pas longtemps. Mais on avait quand même cette possibilité d'avoir un système dégradé, entre guillemets, donc de se rajouter un environnement entre la prod et le développement, parce qu'en fait, il ne faut pas être dogmatique non plus. À un moment donné, voilà, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et si j'en ai besoin et que j'ai la possibilité de le faire facilement, rapidement, bah, je le fais. C'est OK, c'est pas grave. Donc on avait quand même la notion de review app qui nous a aidé à certains moments. Moi, je me pose une question du coup. Hem, Vous avez testé Scalingo, mais du coup, au niveau des pipelines, est-ce que vous avez mis en place des tests les tests d'intégration, les tests unitaires qui sont lancés directement dans la pipeline, ou vous êtes dit: «Ah, ça consomme, on les fait qu'en local et on fait confiance»?
Ouais, c'est une bonne question. Je pourrais être extrémiste, mais je le suis pas. Non, non, on avait une CI. On avait une CI, on faisait des branches. On avait une CI et ça faisait tourner tous les tests, tous les linters, etc., etc. Et si c'est pas vert, ça passe pas à la suite. Donc ouais, la CI, elle a quand même bien tourné parce qu'on avançait plutôt pas mal, donc elle a bien tourné. Mais à un moment donné, il faut être aussi réaliste. Si j'enlève la CI, bah, Ah, je t'es vais sans faire du mauvais, parachute. bah ouais, je vais faire du mauvais travail, c'est sûr. Donc il me faut des garde-fous, un maximum. Bah, c'est une balance, hein. C'est oui, ça consomme, et encore, je ne sais pas le mesurer, donc ça se trouve, ça consomme pas grand-chose. Donc c'est OK. Enfin, le point numéro un, c'est quand même le métier, quoi. Faut que je réponde au métier et que j'ai une prod qui tourne. Donc, et après, si je peux rajouter de l'éco-conception ou en tout cas un peu de sobriété, bah, je le fais. Mais sinon, la priorité, quand même, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas réussi à faire autrement, c'est de me rassurer que je peux pousser en production et être sûr de ce que j'envoie en production. Et est-ce que tu as eu une feature où à un moment vous vous êtes dit, ouais, non, ça on va pas le faire parce que ça rentre pas dans la sobriété numérique? Parce que le meilleur logiciel qui est vraiment en sobriété numérique zéro, on va dire, enfin zéro, c'est-à-dire qu'il est au top du top, c'est celui qui n'existe pas. Exactement. Donc c'est pareil pour la feature qui consomme le moins, c'est la feature qui n'existe pas. Ouais. Est-ce que du coup, avec le fait que tu éduques un peu ton client là-dessus, que ta team elle est quand même bien consciente des enjeux et tout par rapport à ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, bah non, cette petite feature-là, vraiment, là, on va l'utiliser, ça va être 1% d'utilisation, on va mettre de l'énergie et tout, en fait, on va pas le faire. Ouais, Une carte de la France. C'était pas Google Maps, mais c'était un truc, un produit aussi déjà construit. Donc une belle iframe qui représentait la France et qui avait des pictos. Voilà. Bah ça, ils voulaient mettre ça sur la page d'accueil. Ça faisait 3 mégas. Cette carte, elle faisait 3 mégas. Donc c'était 3 mégas à télécharger à chaque fois sur la page d'accueil. Évidemment, tout le monde arrive par la page d'accueil. mm, Donc ça, on s'est battu. On était ma team, on était tous d'accord, hein. Et on s'est battu pour pas l'avoir, mais ça c'était compliqué parce qu'en fait il y avait un réel besoin métier, on l'a compris. Par contre, on s'est battu pour ne pas l'afficher sur la page d'accueil et c'est plutôt l'utilisateur qui va chercher cette carte. On ouais. lui impose. Donc on a réussi à faire ça quand même. On s'est un petit peu, enfin pas battu, le mot est peut-être un peu fort, mais on a bien fait comprendre que ça serait dommage en fait. Et c'est plutôt l'utilisateur qui perdrait. Donc on a réussi à faire ça. Mais oui, oui, il y avait une feature de, ouais, un truc de 3 mégas. Mais à un moment donné, en fait, ça c'était déjà sur l'étagère, donc c'était facile. Mm. Après, ils nous ont dit, bah ouais, bah ok, bah sinon vous la refaites mieux. Oui, bah, ça coûte autant. C'est ça. Euh, bah, donc voilà, encore une fois, le balance. Donc on l'a gardé parce que c'était le moins pire. Mais c'est l'utilisateur qui allait la chercher en fait, la carte, qui devait cliquer sur un bouton pour l'avoir. Ok, nice. Mais c'était le seul truc. Mais oui, il faut challenger le client. On est là pour ça, hein. On n'est pas là pour répondre à oui à toutes les questions. On est là pour challenger le client aussi, hein. Ouais, et C'est surtout que ça qui est. vous pouviez utiliser cette carte en plus, comme c'était dans les règles du jeu de base, ça peut être Hmm. entendable de voilà, charger 3 mégas à chaque visite, alors qu'on s'en sert peut-être pas. C'est pas génial, quoi. C'est ça, c'est ça. Hmm. On a vachement challengé et c'est une question que j'avais posée d'ailleurs chez Octo, hein, Mm. et qui est souvent revenue. La carte Google Maps, elle revient souvent, hein. Ça fait joli, mais en fait, la carte Google Maps, c'est juste pour afficher l'adresse de la société en elle-même. Et donc, du coup, tu peux mettre juste une image, tu Bah vois, oui. par exemple. Ou juste mettre l'adresse, mais pas mettre une image, je sais pas. Ça sert à rien, en fait. Mais parce que c'est, je sais pas, c'est la mode, ça fait joli, j'en sais Mm. rien des arguments. Et tu vois, il faut challenger ça, en fait. Parce que, en fait, les clients, c'est normal aussi. Ils n'ont pas la connaissance de ce qui se passe derrière, en fait. C'est normal. Bah oui. C'est notre devoir de leur C'est dire, notre job, ça, hein. ah, ouais, c'est bien, mais en fait, voilà, l'impact, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
je vous propose de ça comme autre solution et c'est OK en fait. Je te propose d'avancer sur le prochaine étape. Il te reste 35 minutes. Ouais, mais je savais que ça allait faire débat, ça c'est Voilà, hein. truc, moi je pense que je vais couper, je vais peut-être pas te parler de tout, mais ouais, comme je vous disais, on avait un design system de l'État. Mhm. Donc c'est pareil, le design de l'État, il est énorme. Donc je pouvais prendre le tout d'un coup et pas me faire chier. Mais là, du coup, c'est pas que je me suis fait chier quand même, mais du coup, j'ai pris juste les briques qui m'intéressaient. Donc ça aussi, c'est en termes de JS, en termes de CSS, évidemment. Donc j'ai pris ce dont j'avais besoin. Je vous parlais de SFTP tous les matins, enfin toutes les nuits, on téléchargeait via SFTP. Donc il y avait un certain nombre de fichiers. Donc au tout début, on téléchargeait tous les fichiers, tout le répertoire. Comme ça, on se faisait pas chier et on prenait ce qu'on voulait. Bah, après, on est revenu, on a changé de fusil d'épaule. En fait, on a téléchargé que les fichiers dont on avait besoin. Donc là aussi, un peu de pragmatisme. Donc on a quand même fait un truc en premier où on ne s'est pas affiché, voilà, on n'a pas trop réfléchi. Et après, on a réfléchi, on a refactoré, on a amélioré. Donc c'est plutôt pas mal de ça. Oui, les données qui étaient sur SFTP, elles étaient mises à jour que du lundi au vendredi. Et nous, on avait fait un cron qui allait du lundi au dimanche. À un moment donné, on s'est aperçu que les données, le week-end, n'étaient pas mises à jour côté prestataire externe. Mm. Bah, du coup, on a fait pareil. On a enlevé le cron le samedi, le dimanche. Voilà, donc ça un petit peu de moins. Donc tout ça pour vous expliquer aussi, ça vient au fur et à mesure, quoi. On le fait pas dès le départ, mais c'est une réflexion, on s'aperçoit de choses. Et ce qui est super bien, c'est qu'on s'aperçoit des choses et on le fait. Mm. On le fait assez naturellement. Même des fois, je n'ai pas forcément demandé la permission à mon client ou à ma PO, en fait. Et juste, je l'ai fait. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien de le faire. Et surtout, ça m'a pas pris 3 jours non plus, tu vois. Enfin, je respecte quand même le board. Si ça me prend 1 heure, bah, je prends l'heure et je le fais. Et c'est OK. Je crée moi-même mon ticket et c'est OK. Et on va pas me disputer, si tu veux. Et ça, c'est bien. Ça, c'était aussi très agréable. Un autre truc super sympa. On a éteint notre production la nuit. Ok. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup. Donc à un moment donné, c'est pareil, ça s'est fait très naturellement, très simplement. Je suis allé voir mon client, je lui ai dit, ben moi j'ai envie d'éteindre la production la nuit parce que personne l'utilise. Voilà, pour l'éco-conception, sobriété, etc. Je lui ai demandé quelle heure, quelle plage horaire. Et il n'a pas fait de chichi, il m'a dit 22h, 7h, c'est OK. Et voilà, C'est pas c'était mal. fini. C'est-à-dire que tu tapes sur l'URL du site et t'as rien, c'est ça? Tu as une page que Scalingo de base m'offre en disant que le conteneur est down en fait. Ok. Comme si j'avais mis 500 peu de choses près. Ok. Voilà. Donc en plus, Scalingo offre des API, des routes API. Donc en fait, je scale mon conteneur à 0 Ouais. à 22h et je le scalais à 1 à 7h du mat. Voilà, tout simplement. Et c'est deux crons que j'ai installés sur Scalingo. T'es en train de nous vendre Scalingo de fou là. Ah oui, je vous le conseille. Hein. Conseille. Vraiment trop bien. C'est français. Yes. Camarade. T'avais une question, Mathieu? Ouais, ça marche bien si ton site n'est pas international. Enfin, Oui, mais voilà, c'est en fonction de ton contexte. Moi, ouais, c'est ça. je trouvais ça pertinent. Enfin, je l'ai fait. Ok. Amazon, ils vont jamais faire ça. Ah bah non. Tu vois, c'est perdre de l'argent, c'est normal. Doctolib, ils vont pas le faire. Enfin, tu vois, c'est Le Bon Coin non plus. Enfin, je vais pas tous les citer, mais enfin, tu vois le truc. Moi, c'était un site pour des professionnels. Les professionnels, ils travaillent comme toi et moi, de 8-9 heures à 19 heures ou 18 heures. Enfin, tu vois, mais pas la nuit. Toi, tu Donc, pourrais aller plus loin, tu pourrais aussi notifier pendant les jours fériés. oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Et encore, je voulais l'éteindre. Alors, je l'éteignais pas. Je voulais l'éteindre tout le week-end.
J'ai même demandé à l'éteindre tout le week-end. Là, par contre, ils m'ont dit non. Ah, Ils m'ont dit non parce que oui, potentiellement, il y a des gens qui travaillent le week-end. Entre parenthèses, oui, je sais, c'est pas bien de travailler le week-end, mais, mais j'ai pas insisté, tu vois. Je me suis dit, j'ai déjà gagné la moitié de la guerre, une moitié de victoire. J'éteignais la nuit, sachant que ça fait 25% du temps sur un mois et que chez Scalingo, on paye à la minute. Donc, du coup, aussi, il y avait une réduction de coût au mois. Ah ouais. C'est aussi un argument Hmm. intéressant pour le client. Ça, ils aiment bien les clients, hein. Voilà. Donc, bon, là, le Rex, il est plutôt sur l'éco-conception. Mais, Bah ah, écoute, si l'éco-conception, ça fait aussi gagner de l'argent, enfin, c'est pas gagner de l'argent, mais ne pas en dépenser, c'est bien aussi. exactement. Exactement. Donc, et ce que faisait, enfin, ce que fait toujours Heroku, je ne sais pas si vous connaissez, mais Heroku, au Ah bout d'une oui, heure, les conteneurs ça s'en donne, ouais. Hmm. Ouais. et c'est quand tu reviens après 1 heure et 1 minute, ils se rallument. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, ça se met un peu de temps pour se Ouais. relancer. Et ils font ça, Heroku, en fait. Au bout d'une heure, ils s'éteignent sur toutes leurs machines, enfin, tous leurs conteneurs. Et ça, c'est trop bien, ils ont trop raison, en fait. C'est pour une heure d'une utilisation, non? C'est ça, hein. Exactement. Ouais. C'est ça. Sachant que sur Heroku, c'était beaucoup, comme c'était free, enfin gratuit, bah, je pense qu'il y a beaucoup de pages perso ou à la con qui se montaient. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de sites qui servaient à rien, enfin qui n'étaient pas visités. Bah oui. Donc, ils cuttaient, quoi. Hmm. Et ils ont grave raison. Je pense que c'était, pour le coup, eux, ils doivent gagner énormément, énormément en faisant ça. Yep. Euh, Voilà. Ouais, non, je vais pas en parler de ça, c'est pas très intéressant. Oui, un truc, je sais pas si vous le faisiez, vous, mais j'ai arrêté de faire des PR parce que ça lançait la CI. En fait, moi, quand je committais assez rapidement sur mon ticket actuel, enfin sur ma branche actuelle, et je construisais, enfin, je faisais déjà une PR tout de suite. Et alors que je voulais pas la mettre en code review ou autre, j'étais pas du tout prêt. Mais du coup, quand tu fais une PR, ça lance la CI. Hmm. Et donc, du coup, j'avais cette mauvaise habitude. Et du coup, bah, j'ai décalé parce qu'on m'a fait la réflexion, mais tu as mis une PR, donc du coup, on m'a fait la réflexion comme quoi j'avais mis une PR, donc quelqu'un devait la review. Et dans ma tête, c'était bah non, je t'ai pas demandé de la review, j'ai juste fait une PR parce que c'est mon habitude. Donc du coup, j'ai changé mon habitude. Je ne créais plus par défaut de PR, donc du coup, je lançais un peu moins de CI. Donc on revient au débat tout à l'heure, Mathieu. Le fait de lancer une CI, qui est plus ou moins longue, hein, parce qu'elles sont toutes Hmm. différentes, est-ce que c'est un impact significatif? Alors nous, on est Oui. clairement pas bon hein, sur notre projet là-dessus. La CI se lance à partir du moment où tu pushes sur Origin. Alors tu vois bien le truc. Donc voilà, mais on n'a pas forcément la main là-dessus, mais ouais, ouais. Ouais, parce que voilà, toi, ce qui est cool, c'est que tu avais la main aussi sur l'infra, sur ton Ah bah j'ai script de CI. Ouais, voilà, nous, on n'a pas la main. Donc je pense pas que. Je vois pas Mathieu faire ça. Si des fois tu fais ça en draft, il me semble, mais c'est un autre sujet. Mais nous, en tout cas, sur notre projet Ouais. actuel, c'est dramatique, quoi. C'est dès que tu pushes sur Origin, ça déclenche une CI, alors que ça se trouve, tu veux juste partager une branche avec un poteau et t'as pas du tout envie que les tests soient joués, t'as pas du tout envie d'avoir de la CPU là-dessus, et ben en fait, si, quoi. bah, tu vois, c'était typiquement ton cas d'usage là, il est intéressant parce que en fait, moi, je me poserais la question, mais du coup, enfin, vous vous êtes posé la question, vous avez déjà la réponse, Hmm, c'est que ça sert à rien, bien en fait. sûr, bah bien sûr. Donc, ben, c'est quoi l'action pour enlever ça finalement? Parce que ça sert à rien. C'est ça se trouve, c'est un truc à configurer, un boulet à configurer quelque Hmm. part et basta. Donc, voilà, c'est typiquement ce genre de cas d'usage où je me dis: «Bah, je me pose une question, je vais avoir une réponse. Qu'est-ce que je fais pour remédier à ça?» Surtout si c'est gratuit. Bah ouais. Mais je comprends que des fois, tu as pas la main aussi, hein, c'est ça qui est un peu chiant. Ouais. Ensuite, bah, grâce à Next.js, j'ai mis du cache, justement sur ces énormes pages, ces pages de data viz, de fiches détaillées, qui tapaient donc sur mon Postgre, sur ma base de données.
Du coup, bah, j'ai mis du cache de 24 heures, bien fat. Ah, toi. Pourquoi j'ai mis 24 heures? Ça paraît comme assez énorme quand même comme, Parce que temps ton de métier, ton métier l'a défini. C'est pas toi ah qui oui, l'a défini. C'est vrai? c'est moi qui l'ai défini. C'est- ça, J'ai je j'ai challenge quand même. j'ai pas demandé l'avis, à mon métier. Non, mais la réponse est Est-ce qu'ils sont au courant au moins? ouais, ouais, ils sont au courant. En démo, on Ah, leur montre, hein. En démo, on leur dit, hein, tout ça. Heu, il y a rien de caché. Nous, on fait des trucs, si on n'a pas besoin du client, de la si on estime qu'on n'a pas besoin du client, de demander la permission au client, on le fait et après on discute. Donc, on se rappelle, c'est un petit peu la philosophie d'Octo. Heu, non, mais je vais vous dire pourquoi on l'a fait, hein. 24 heures, oui, c'est énorme. Bah, en fait, parce que les crons tournent toutes les nuits et en fait, ça reset les caches de facto. Bah ouais. Donc en fait, ce qui m'importe, c'est d'avoir la donnée fraîche après ce cron. Donc après que le cron est fini, tous les caches sont remis à 0. Donc moi, toute la journée, je veux avoir le même cache. Enfin la même page, quoi. Mm. Et c'est la même page pour tout le monde, donc voilà. C'est un site, de lecture en lecture. Donc à chaque fois, je tapais qu'une seule fois sur ma base de données pour une fiche donnée. Donc j'ai, vraiment réduit, aussi, les appels à ma base de données. Parce que c'est principalement que ça, quoi. Et là aussi, tu gagnes enfin, tu économises de l'argent. Imagine, parce que ta base de données Postgre. Ah non, elle était pas sur un cloud. Elle était. Mon Postgre était chez Scalingo aussi. Ouais. Donc ça, il Heu, facture, j'imagine, non? À la transaction de données, non? je crois pas. C'est pas. Je crois pas, c'est juste la dimension qu'on paye chez Scalingo. Ouais. Je non, je crois pas qu'on paye à la transaction. À vérifier, mais il me semble pas. Ok. En tout cas, si c'était le cas, Bah oui, t'aurais de l'écho aussi là-dessus, bah quoi. oui, bah oui. Évidemment. De toute façon, c'est un peu lié, hein, là, Ouais, je te dis c'est. l'éco-conception, la performance et du coup la thune. Ouais. Enfin, comme je dis, hein, c'est en fonction de ce que la personne qui est en face de moi, que j'enclenche un des 3 arguments en premier. Ah ouais, donc ouais, ouais, tout ça, c'est Tout est lié, quoi. lié. Et sur Scalingo, j'en ai pas parlé, je l'ai bypassé tout à l'heure, mais il y a une notion de taille de conteneur en t-shirt Mm. et du coup, j'étais le plus bas. J'étais en S, pas besoin de plus. Et la base de données, elle était en Même en passant en service, genre là, à 80, ça peut se comprendre. Est-ce que t'as pas besoin de scaler un peu plus haut quand tu passes heu à l'échelle? En fait, on serait passé normalement le total des utilisateurs, ça serait 1100. Là, il n'est pas passé encore, à ça. Heu, J'avais fait des tests de charge. J'avais envoyé 1000 requêtes à la suite Ouais. et ça tenait. Avec artillerie? Non, j'avais fait avec, en CLI, avec HTTP, un truc qui s'appelle HTTP quelque chose, je sais plus. Ok. Mais non, artillerie, c'était trop lourd pour moi, en fait. J'avais pas assez de temps pour le faire et je le maîtrisais pas. Donc j'ai fait un truc en CLI, un peu du pauvre, mais en tout cas, et je balançais 1000 requêtes d'affilée et ça passait. Ok. Mais ça passait parce qu'en fait, tout mon site était pratiquement statique. Ouais. Donc que j'en ai 1000, ou 1 million, des utilisateurs, pas Ça très grave. passe. Mm. Bah, en principe, ça passe, oui. Après, peut-être le CPU, je sais pas, faudrait voir, mais en tout cas, en termes de base de données, normalement, ça devait être OK. OK, j'ai encore quelques points. Mes Docker sont en Alpine. Mhm. Voilà, c'est une petite astuce, c'est assez classique. Au lieu de télécharger, généralement une Ubuntu, c'est 300 mégas, une Alpine, c'est 30 mégas. ouais. Donc voilà, si en plus vous utilisez Docker sur votre, CI, bah, ça change Mmh. quand même pas mal, déjà en termes de temps et de consommation. Ok. Hem,
Ouais, ouais. On a découpé nos tests en deux aussi. C'est plus de la performance là qu'autre chose. Mais en fait, on peut, avec Jest, donc on utilisait Jest, on peut faire de la concurrence. Enfin, par défaut, il y a de la concurrence, donc ça veut dire qu'il lance les fichiers de test en concurrence. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Mm. Sauf que nous, on avait des transactions dans nos tests. Donc on avait enlevé cette concurrence, parce que la transaction, ça passait pas avec la concurrence. Et du coup, on a séparé en deux nos tests back et nos tests front pour gagner un peu plus de temps. Et donc de repasser nos tests front en concurrence et nos tests back qui étaient les uns après, enfin en série, quoi, les uns après les autres. Donc ça, c'était un petit gain de performance. Bon, en termes d'éco-conception, je ne suis pas sûr, mais bon, voilà, je l'avais noté aussi. C'est un petit tips, voilà. Et je finirai par ça, qui est très peu connu aussi, et pour le coup, qui est game changer, à mon avis. Est-ce que vous utilisez NPM ou Yarn? Yarn. Ok, c'est déjà pas mal. En vrai, pour moi, alors, je vais pas parler de PNPM parce que je le connais pas. Je sais qu'il existe, mais je le connais pas. Entre NPM et Yarn, pour moi, c'est kiff-kiff. Pas vraiment de choses qui fait que je pense. J'ai l'habitude d'utiliser Yarn aussi, donc je reste sur Yarn, mais j'avais fait des tests de téléchargement et tout ça entre NPM et Yarn, j'avais pas trouvé de choses vraiment qui fassent la différence, quoi. Et même en termes d'utilisation, pour moi, c'est pareil. Enfin, dites-moi si vous avez d'autres arguments, mais pour moi, c'est kiff-kiff, quoi. Ceci dit, c'est quand même Yarn qu'il faut prendre avec le plugin Plug and Play. Donc ça, c'est apparu dans Yarn 2. On est en Yarn 3.3 maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Donc sur votre CI aujourd'hui, que vous utilisiez NPM ou Yarn, vous téléchargez à chaque fois tous les paquets. Ouais. À chaque CI. Ça dépend après si tu mets du cache tes CI avec une registry ou je sais pas trop quoi, mais. Ah oui, alors d'accord, là je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font? Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Mais partons d'une CI où tu n'as pas de Docker Registry. Et donc, du coup, à chaque fois que tu lances ta CI, bah, tu fais un yarn install ou un npm install et tu retélécharges tous tes paquets de ton package.json. Et on sait, en JavaScript, il y en a une palanquée, quoi. Et donc, avec le plugin Plug and Play, je ne télécharge plus rien. Sauf la première fois, j'imagine. Sauf la première fois, effectivement. Donc, en fait, comment ça marche? C'est que en fait, il va créer un fichier JS, enfin même plus précisément CJS, qu'il va falloir stocker dans le dépôt et qui va correspondre à tous les modules qu'il y a dans notre module compressés dans un fichier CJS. Okay. Mais tous les modules que vous allez vous servir pour votre production uniquement, pas les dev dependencies. Ok? Donc du coup, quand je fais un build, il ne va pas télécharger les fichiers, les modules. Il va se baser sur ce fichier CJS qui est sur votre dépôt. Donc, quand vous déployez sur un environnement quelconque, il y a 0 téléchargement. Quand tu déploies? Quand tu fais un yarn build. Okay. Parce que yarn build, il faut télécharger les trucs et tout ça. Enfin, quand je dis yarn build, c'est effectivement quand tu déploies, quoi, quand tu déploies ton application. Donc là, il y a 0 téléchargement comparé à tous les téléchargements d'avant. Donc là, je vous ai dit, c'est que pour la production. Par contre, sur votre CI, vous lancez les tests. Par exemple. Donc là, il faut les dev dependencies. Okay. Par contre, là, ça ne marche pas pareil. Puisque dans ce fichier CJS, il n'y a que les modules de production. Donc, il ne va pas y avoir Jest, React Testing Library, ESLint et tout le tralala.
Donc en fait, maintenant, il y a une gestion de cache. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Dorian, il va le télécharger tous ces modules une première fois, et la CI, il va le mettre en cache. Et au prochain commit, la prochaine CI, Yarn va détecter que c'est en cache et ne va pas le retélécharger. Et c'est cross branch, enfin cross job. Mais en fait, il s'appuie sur le yarn.lock, j'imagine. Et quand ça, ouais, c'est ça. Oui, tout le temps. Ok. Donc tu réduis drastiquement le téléchargement de modules. Donc ça, c'est Yarn plug and play, c'est ça? Ouais, tu vas sur Yarn. Ils ont un système de plugin maintenant. Enfin, Ok. maintenant, ça fait déjà longtemps. Parce que moi, j'étais toujours en Yarn 1 point quelque chose. Parce que c'est le truc par défaut sur une Ubuntu, je sais plus quoi. Enfin, je sais pas si ça vient avec Ubuntu, avec Node, je sais plus. Ok. Mais tu dois mettre à jour ton Yarn. Yarn 3.3 est sorti il y a quelques jours, mais cette feature est sortie en 3.2, en version 2, pardon. Et la configuration se fait en 2 secondes. Il n'y a rien à faire, enfin pas grand chose à faire. Il y a un petit peu de modification sur la CI à faire. Et pour vous donner des chiffres, parce que du coup là j'ai un peu calculé quand même. Du coup j'ai plus aussi, j'imagine que vous avez souvent un yarn install au début, et après vous avez vos tests qui dépendent de ça. Hein. Vous le mettez en Ouais. cache, et après tous les autres, les linters, les tests, machin, ils dépendent de ça. Et vous avez un système de cache entre les deux, non? Ouais, Ça, ouais, c'est... ouais. Bah, du coup, ça, vous pouvez l'enlever aussi. Ça dégage, ça sert plus à rien. Donc moi, du coup, j'avais dégagé ça, donc ça prenait 1 minute 30. Du coup, j'ai dégazé, donc du coup, ça passe à 0. Mm. Donc je gagne 1 minute 30. Et moi, à l'époque, je téléchargeais 140 mégas dans les nodes modules. Donc maintenant, je n'en télécharge plus dans la CI à chaque fois. Donc j'enlève ça. J'avais un petit site, hein, donc 140 mégas, ça peut passer facilement x2, x3. Hein. Et je suis passé sur mon déploiement Scalingo de 9 minutes à 5 minutes. Mon Ouais, donc tu déploiement disparaît de. prod, Ouais. voilà, de 9 à 5. Plutôt pas mal ce truc. Faudrait qu'on regarde ça, Mathieu, quand même. Ah là, c'est game Ouais. changer. Du coup, en termes de temps, effectivement, pour moi, là, c'est le truc le plus fort, c'est le temps de la CI, qui pour moi est très important. Parce que du coup, comme je déploie directement en prod, il faut que ça aille vite. Ouais. Et après, c'est effectivement le nombre de mégaoctets de téléchargement que je réduis à 0, qui est vraiment significatif. Et quand tu rajoutes un module dans ton package.json, effectivement, la première fois qu'il va le voir dans la CI, il va le retélécharger, mais après, il sera en cache, et tous les autres commits n'auront pas à le retélécharger. Cool. Et ça, j'ai l'impression que c'est connu par pas grand monde, et c'est juste trop bien. Non, Et comme pour quand vous... tu dis, hein, quand il y a de la registerie, déjà c'est le bout du monde. Oui, Alors oui, ça, oui. ouais. Et ça, si vous voulez des exemples, par exemple, Babel l'utilise, et Jest aussi. Donc vous avez des exemples, comment ils font, et ça va très vite. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré d'eux pour pouvoir faire ça sur mon projet. Ok. Top. Voilà, donc ça c'était mon dernier point et pas des moindres. Et ça c'est juste trop bien. Moi, j'ai une question. Yep. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais pas par rapport à ton expérience, par rapport à ta sobriété numérique? Très bonne question. Non, parce que tout ce que je vous ai cité, et je vous ai pas tout cité parce que des trucs il y avait un peu, c'était très minime. Tout s'est bien passé. Je suis jamais revenu en arrière. Je l'ai jamais regretté. Maintenant, je sais le faire encore plus vite. Tout ce que je vous ai dit, ça m'a pas coûté énormément. Pour vous dire, généralement, ça se fait en quelques heures. Des fois, ça m'a pris, je sais pas, 2-3 jours. Genre, par exemple, pour éteindre l'application et la rallumer, fallait que je fasse une API.
Bah voilà, j'ai pas réussi du premier coup, tu vois. Donc il a fallu que je fasse quelques commits, que je teste, etc. sur une review app. Pour le coup, tu vois, la review app, elle a marché. Là, j'ai fait tourner une review app. Je pouvais pas éteindre ma prod comme ça, YOLO, quoi. Bah ouais. Donc c'est un très bon use case, hein, d'avoir un environnement à côté, pour le coup. Donc non, non, je regrette rien. Là, c'est en prod, ça tourne. Euh, et tous ces trucs-là, je vais essayer de les mettre sur mes prochaines missions. Trop bien. Ok, c'est Euh, cool. On a une voilà. question de Kevin qui dit Hello, pour les dev dependencies, est-ce que tu utilises le cache runner de la CI ou le PNP, Plug and Play? Le cache runner de la série. PNP, je l'utilise pas. Ok. Merci pour ta question, Kevin. C'est pas apparu sur le live, je crois. Mais au moins, je la pose. Des fois, ça bug ce truc. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que de votre regard extérieur et aussi sur une autre mission qui est totalement différente de la mienne, Ouais. avec bah, ouais, un autre contexte où vous êtes beaucoup plus nombreux, etc. Vous avez plus de legacy que moi aussi. Euh, Est-ce que Le- le- déjà vous prendre des choses, est-ce que ça vous paraît pertinent ou déconnant ce que j'ai dit, ou est-ce que pour vous c'est applicable quand même, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez en faire de ça en fait? alors, je vais répondre à ta question et Kevin, on a une autre pour toi après. Sur la mission actuelle, ça me paraît assez compliqué d'appliquer au moins 90% de ce que tu viens de dire. Parce Demain, que... Ouais, c'est dommage. Parce que... ça, je pourrais passer une émission à le faire. Parce que on n'a pas la main sur tout et on a la main sur pas grand-chose. En gros, on a la main sur le code source. Tu pourrais me dire, ouais, c'est déjà pas mal, on peut faire des choses. Mais en vrai, on n'a pas la main sur l'infra. On a 7 environnements différents. Euh, ça Il fait y a mal, hein. 25 développeurs à éduquer en même temps. En vrai, on Euh, pourrait éteindre nos environnements de dev, hein, le les soir. Il y a environnements de dev, on pourrait, tu vois, mais des choses qu'on peut t'imagines faire. comment il faut aller se battre pour demander ça. Alors que quand tu dis que la CI, elle tourne quand tu fais un push sur Origin et qu'on on demande juste à ce qu'on détecte le trigger New Merge Request Opened et que ça le fait pas, bah, en fait, c'est compliqué, quoi, tu vois. En fait, c'est pour ça que en première sort, la première question que j'ai posée, c'est ouais, ok, Fabien, est-ce que ça vient du client? Et là, la réponse, elle est oui. Et nous, sur notre projet, à partir du moment où le client s'est dit ah merde, j'ai mon audit accessibilité qui va arriver, faut que je me mette en ordre de marche, bah là, on s'est mis à faire de l'accessibilité comme il faut. D'accord. Mm. Où tout le monde, plutôt, s'est mis à faire de l'accessibilité comme il faut et à prioriser ça. Bah là, c'est pareil. Si demain, on veut faire de l'éco-conception sur ce projet, pardonnez-moi l'expression, mais le seul moyen de casser les culs, c'est que le client soit avec nous. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Et tant que le client ne nous dira pas de le faire, ça va être compliqué d'aller voir nos collègues qui sont pas forcément dans la même boîte, dire bah ouais, bah là on peut faire mieux, on peut faire ceci, ça, sans passer par un autre processus. Et le deuxième point, qui est un gros frein avec ça, c'est la méthode projet utilisée. C'est safe. Mhm. D'accord. Donc ça, je pourrais faire un talk entier dessus. Si vous voulez avoir un projet qui n'est pas rapide, faites du safe. D'accord. Safe, c'est un autre mot pour dire on fait du waterfall. Et du coup, ça passe par des process, et ça passe par des étapes de recettes qui sont vachement longues. À chaque étape de recette, tu as ton environnement. Suivant le numéro de version, tu as tel environnement. C'est un bordel pas possible. Et en fait, tu dépenses de l'énergie, même humaine, qui est juste incroyable, quoi. Et je te jure qu'on a vraiment, ouais, je pense qu'on est pas loin de 5 à 7 environnements, hein. Pastoche, hein. Pastoche. Et en fait, bah, c'est méga compliqué. Et toi, tu es là, tu as ton code source et t'as même pas la main sur la CI. Et c'est compliqué d'agir, quoi. Donc Ouais, tu peux dire, ouais, bah là, ça serait cool de faire. Mais en fait, les gens, ils réfléchissent pas forcément à ça. je comprends. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu, ou je pose la question de Kevin pour Fabien?
Non, tu posais la question de Kevin, je pense. Kevin rebondissait sur ce que disait Fabien à propos du cache de la runner de la CI. Il demande pourquoi c'est pas possible d'utiliser les PNP pour les dev dependencies. J'ai pas dit que c'était pas possible. Hein. Ok. PNP, c'est PNPM ou PNP? PNP, Ah, le plug and play, je pense. Ah, C'est pardon. l'abréviation. Non, alors pardon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, pour les deux, j'utilise La question initiale, c'était est-ce que tu utilises le cache runner de la CI ou le PNP? Non, c'est le cache. En fait, j'utilise Yarn. En fait, c'est Yarn qui le fait tout seul. En fait, c'est qu'il va utiliser je pense qu'il a un système de cache. Est-ce que c'est à travers le plugin Plug and Play PNP? Bah, je sais pas. Je n'ai pas creusé jusque là. Mais en tout cas, ce qui est factuel, c'est que quand je vais builder, il va utiliser le fichier CJS qui est généré, qui est sur mon dépôt. Et quand il doit utiliser des dev dependencies, il va les télécharger une première fois. Ça va être dans un certain cache qui est sur la CI. Ça, c'est sûr. Ça se voit déjà. Vous pouvez le vérifier dans votre CI d'ailleurs. Dans la console, généralement, on voit ça. Ouais. Et la deuxième fois, il voit que c'est super rapide quand je fais un yarn install, parce qu'en fait, déjà, tout est en cache. Donc après, qu'est-ce que ça utilise derrière? Est-ce que c'est yarn PNP ou le runner? Pour le coup, je ne sais pas dire. En tout cas, je sais que ça télécharge plus après. Ok. Fine. Est-ce que Fabien a répondu à ta question, Kevin? N'hésite pas à nous dire. Ok. Il va voir la différence. Hein. Bah oui, clairement. Mais en tout cas, moi, ce que ton raid, ça me fait penser, ça m'a ouvert un peu les chakras. Honnêtement, je me dis, putain, il y a plein de choses qu'on peut faire, on se rend pas compte. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'infra, beaucoup de solutions d'infra. Ouais. Bon, donc dès qu'on n'a pas la main sur l'infra, c'est compliqué, comme disait Dorian. Ouais. Non, c'est super intéressant. J'ai pensé les choses différemment. Ouais, bah après, il faut. Enfin, tu vois, ces trucs-là, c'est des trucs auxquels j'ai pensé au jour le jour, en fait. Quand ça m'est venu comme ça, je sais pas, en faisant des trucs sur la CI ou le code ou quoi qu'est-ce. Ça m'est pas venu. Enfin, j'ai pas une checklist. Voilà. Enfin, tu vois, j'ai pas lu ça dans un article. J'ai pas lu ça dans un bouquin. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que je peux faire mieux, tu vois. Et comment je peux faire mieux? Bah, je peux faire ci, je peux faire ça. Oui, non, voilà. C'est tout. Et le doigt, j'adore. J'adore ça. Oui, mon petit Mathieu. Alors, Il reste 2 minutes, Mathieu. On avait un. est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu pourrais appliquer dès demain pour améliorer encore ton projet en termes d'éco-conception? Non, parce que je suis plus sur la mission. Mais sur ma nouvelle mission, oui, je prends note de tout ce que j'ai fait. Et ça vient ce que je viens de dire juste avant. Juste avant, oui. Ça va être au cas par cas, en fait. Tu vois, dès que je vais voir un truc, je vais me dire, est-ce que je peux l'améliorer ou pas? Encore une fois, il n'y a pas de référentiel ou, tu vois, comme l'accessibilité, le référentiel, je connais pas mal et je sais ce qu'il faut faire. J'ai en tête un certain nombre de choses. Là, les co-conceptions, tous les sites sont différents. J'ai plus ou moins accès, comme tu dis, à, à, à la CI, à l'hébergeur, etc. Là, j'ai encore la chance d'être vraiment partout. Il n'y a pas de blocage. Donc, je vais y aller franco dès le début. Et voilà, sur ma nouvelle mission, j'ai direct dit il n'y aura pas de pré-prod. Dit ah bon, il n'y aura pas de pré-prod? Oui, mais fais-moi confiance, Ça t'inquiète, va ça va bien bien se se passer. passer. Et voilà, et on va partir aussi comme ça. Et c'est OK. J'ai repris Scaningo, je suis toujours sur le GitHub. J'ai tout de suite mis Yarn Plug and Play. Là, j'ai fait mon sprint 0 où je fais toute la technique. J'ai tout mis ce que j'avais mis sur mon ancienne mission. Déjà, j'ai tout fait. Ouais. Et donc, je vais améliorer encore d'autres trucs en fonction de ce que je vais voir dans le code, du produit, etc. Appelle la capitalisation. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je vous fais le retour, pour vous Grave. donner Et des idées merci. et que c'est possible de le faire.
Après, c'est possible, mais effectivement, c'est en fonction du contexte. J'entends votre contexte, et à votre place, sûrement que j'aurais rien fait non plus parce que on a les pieds, les mains liés, quoi. Et c'est C'est triste, ça. c'est dommage. C'est ça. Non, mais on peut agir sur des trucs, mais c'est compliqué, il faut se battre beaucoup et Et ouais. après, faut choisir un peu comme partout, quoi. Faut choisir ses combats. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que j'ai la chance. J'ai utilisé 0 énergie, hein. Ouais. Moi, c'était fluide. Donc oui, Yes. c'est facile à dire. Eh ben, on est pile poil dans le timer, Yep. dans l'espace que tu m'avais dit. Merci beaucoup, Fabien, pour ce Merci. rec. C'était trop cool. Merci Kevin pour tes Yes. questions. Merci. Voilà, il te dit merci pour la réponse d'ailleurs, Fabien. Cool. On se retrouve donc le mois prochain pour le dernier live de l'année. Ouais. Voilà, on n'est pas décidé encore hein, sur ce qu'on va faire. Donc voilà, activez les cloches, tout ça, pour être au courant sur LinkedIn, sur Twitter, sur Twitch, évidemment, pour pas louper les notifs. On revient dans un mois, peut-être un peu avant quand même, parce que le 24 décembre, Ouais. forte probabilité que je ne live pas. Enfin, que nous ne fassions pas de live, pardon. Voilà, donc merci beaucoup, merci le chat. N'hésitez pas aussi à commenter si vous êtes en replay sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces sur la vidéo, partagez à fond. Nous, on aime bien le feedback. Vous nous envoyez des messages, vous connaissez nos mails, c'est fastoche. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci encore à vous deux et à bientôt. Salut, ciao, ciao. Salut.